Donc bonsoir à tous. Donc pour cette dernière visioconférence de l'année 2024. Alors aujourd'hui, ce soir, là, on accueille Jean-Louis Abou. Jean-Louis est né en 1951. Il est pilote privé, il est instructeur ULM et puis il est enseignant BIA, brevet d'initiation aéronautique. L'essentiel de sa carrière, il l'a fait dans diverses compagnies, notamment au Moyen-Orient. Et puis maintenant, bien évidemment, il est à la retraite. Il s'occupe d'une association dans l'Essonne qui s'est donné comme mission essentielle d'éveiller les jeunes de banlieues difficiles aux opportunités des carrières que peut offrir l'aéronautique au travers diverses activités, dont par exemple la construction du LM. Voilà. Donc, écoute Jean-Louis, on va te laisser la parole. C'est Et gentil, merci. si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez via la messagerie instantanée. Ces questions seront relayées par Cyril Chézy, qui fait partie des participants à cette réunion. Et puis, on terminera au plus tard à 19h40, 45 pour libérer Jean-Louis. Voilà, on te laisse la parole. Merci à toi. Merci à vous. Alors, j'ai accepté d'essayer de vous parler de l'e-conspicuity tel que nous l'avions euh, balayé, tel que nous l'avions exploré au sein du RSA lorsqu'on a fait nos essais. J'ai donc essayé de vous donner les informations les plus pertinentes possibles, de vous dire ce que je savais sur les différents systèmes, en tout cas que je connaissais. Encore une fois, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, il n'est pas possible aujourd'hui d'être exhaustif dans ce domaine pour diverses raisons que j'expliquerai au cours du déroulé du diaporama. Pas possible d'être exhaustif parce que, ne serait-ce que l'année dernière à Friedrichshafen, j'ai vu trois nouveaux systèmes dont j'avais jusque-là jamais entendu parler. Le, la raison en est simple. On va voir un petit peu ce qui se passe. J'ai essayé de diviser ça en accord avec Cyril en plusieurs grands points. Un petit préambule. Donc, cette présentation que je viens de vous faire est une petite historique qui va nous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a autant de systèmes qui se font jour. Les constats qu'on peut faire à ce jour, je ne sais même pas si je suis tout à fait moi-même à jour. Un peu de vocabulaire pour ne pas être complètement noyé. Et puis, on va voir où en 2024, on en est exactement avec quelques systèmes existants sur le marché et pourquoi le RSA a opté pour le Flying Neuron. Euh, donc, si on revient à la genèse, hein, le seul système anti-collision dont les pilotes d'aviation légère pouvaient disposer, c'était nos yeux, puisque on répondait à la règle voir et être vu. Donc, on était tributaire pour éviter les collisions de la séparation visuelle et éventuellement, pas toujours, des communications radio. Il faut dire que dans ces conditions, évidemment, la sécurité était aussi grande que possible, certes, parce qu'on était vigilant, mais dans les conditions météorologiques difficiles, il y a des fois où on avait beau être vigilant, on pouvait, et c'est arrivé à beaucoup, hein, de se rendre compte de la promiscuité que très tard. Et puis, dans les zones encombrées, ça demandait une attention extrêmement forte. Ça demande une attention extrêmement forte, notamment dans des aérodromes. Je parle de mes expériences personnelles, mais à Saint-Cyr-l'École, à une certaine époque, je me souviens qu'on était 11 ou 12 dans le circuit de piste, ce qui faisait que effectivement, lorsque quelqu'un venait s'intégrer, eh bien, il avait les plus grandes difficultés à pouvoir s'intégrer en toute sécurité. Donc, voir et être vu, ça suffisait plus. À l'heure où l'augmentation du trafic aérien, même, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même aujourd'hui en aviation légère, et surtout à l'approche des aérodromes qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait mal. Donc, qu'est-ce qui restait?
Dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'aéronefs civils, y compris dans l'aviation légère, hein, a, on peut le dire, explosé. Là où il y avait 50 ou 60 aéroclubs avec un seul Piper Cub, je force le trait à dessein, mais enfin, c'est un peu ça. On a commencé à voir arriver les DR, faut pas ignorer non plus la construction amateur, parce que les Jodel ont été mis à disposition à partir des années 56. Voilà. Donc, les collisions en vol devenaient une préoccupation majeure, surtout dans les espaces non contrôlés, parce que dans les espaces contrôlés, on arrivait à entendre les communications et donc à estimer une position possible des petits camarades autour. Dans les espaces non contrôlés et près des aérodromes, je l'ai dit tout à l'heure, près des aérodromes, c'était véritablement un problème majeur. Et donc, on était obligé d'être extrêmement vigilant. C'est alors qu'ont été introduits les premiers transpondeurs. Alors, évidemment, l'aviation légère ne les a pas connus tout de suite, hein. Il a fallu attendre la fin des années 60, hein, le début des années 70, pour voir quelques transpondeurs installés sur des avions d'aviation légère. Bien sûr, ils ont permis aux contrôleurs aériens d'identifier plus facilement les avions qui en étaient équipés, tous ne l'étaient pas, sur leur radar. Et la grosse difficulté, c'est que ces dispositifs étaient complètement passifs et il n'y avait pas pour les pilotes, à part la bonne volonté du contrôleur, d'alerte directe qui pouvait se donner. Donc, les premières solutions actives datent des années 70-80 avec l'arrivée du TICAS qui a été développé dans les années 70 sur les avions commerciaux. Dans le TICAS, je ne vais pas vous faire tout à fait l'injure de vous rappeler à quoi ça sert, c'était le Traffic and Collision Avoidance System. Il utilisait les signaux des transpondeurs pour détecter les aéronefs les plus proches. Mais c'était très cher, c'était énergivore, et donc pour l'aviation légère, il n'était pas question d'une installation de ce type. Donc, ce qui s'est développé sont les transpondeurs de mode ES qui, dans les années 80, ont été plus largement répandus, bien plus largement répandus. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la DGAC, enfin l'OSAC, oui, ou la DGAC, oui, refuse en première monte tous les transpondeurs en mode ASC. Il est maintenant, quand on monte un nouveau transpondeur, je ne parle pas de l'entretien d'anciens transpondeurs, mais quand on monte un nouveau transpondeur à bord, et nous on le vit, je dirais presque au quotidien dans la construction amateur, il n'est pas question de pouvoir mettre un transpondeur récupéré, alors que, bien entendu, l'arrêté de 59 nous permettait de mettre l'instrumentation qui nous faisait plaisir. Eh bien non, c'est vrai pour tout, sauf pour la radio. Donc toute la chaîne ATC, qu'il s'agisse de la radio ou du transpondeur, doit être, c'est la seule chose qui doit l'être, mais doit être certifiée en aviation de construction amateur. Donc, introduction des transpondeurs mode ES qui sont arrivés dans les années 80 et qui ont permis à partir de là une communication bidirectionnelle avec les radars au sol, ce qui a donné une base pour les systèmes anti-collision plus avancés, bien que l'adoption de ces transpondeurs mode ES ait été assez lente. Jusqu'en 2000, on estimait à peine 10% l'aviation légère qui possédait des transpondeurs en mode ES. Les premiers systèmes dédiés sont apparus dans les années 90. Ça, en fait, ça a été déterminé par un besoin de plus en plus grand de solutions qui étaient économiquement viables. Il ne faut pas oublier que l'aviation générale, l'aviation légère et sportive, était consommateur de sécurité, c'est le cas de le dire, mais était demandeur de systèmes anti-collision simples
et abordable. Et là, on s'est heurté à plusieurs oukases, on va dire. Euh, En 2024, en Europe, on a dénombré 3 collisions aériennes au total. En Europe, hein, je ne parle pas évidemment de pays un peu plus confidentiels, mais en Europe, on a eu 3 collisions aériennes, l'une qui s'est déroulée au sol et les deux autres ont impliqué des vols commerciaux, avions pour l'une, hélicoptères pour l'autre. Si on remonte un petit peu dans le temps, en 2015, on en dénombrait 9, dont 3 mettaient en cause des avions légers. On voit donc qu'il y a eu un progrès assez notable entre 2009 et 2024. Alors, ce résultat qui est plutôt encourageant est dû à l'émergence d'un besoin graduel face à l'existence d'un ciel de plus en plus encombré. Je pense que tous les gens qui volent ne vont pas me contredire. Alors évidemment, si on vole en semaine dans des conditions météo marginales, autorisées mais marginales, mais pas faciles, on évite évidemment tous les pilotes qui ne volent que quand les conditions sont cavoques et qui refusent de faire les efforts de prendre les NOTAM ou les SUPAIP et donc qui préfèrent ne pas voler plutôt que de risquer de pénétrer une zone alors qu'il est si simple de préparer une navigation qui évite ce genre de soucis. Mais bon, euh, on a un besoin quand même euh, face à un ciel qui se charge de plus en plus, parce qu'il existe aussi aujourd'hui des pilotes d'avions légers qui de plus en plus sont demandeurs de pouvoir utiliser les machines tous les jours, eh bien, ça encombre objectivement le ciel. Alors, on va parler au fur et à mesure de notre développement des 4 grands chapitres, hein, on va se contenter de ce vocabulaire-là, qui vont présider à l'utilisation de nos systèmes et notamment des systèmes dont je vais essayer de vous parler tout de suite après. La détection, c'est ce qui permet de regarder les autres aéronefs, de regarder électroniquement les autres aéronefs dans une certaine zone grâce aux transpondeurs, au GPS, aux signaux ADSB. Ensuite, il y a une analyse qui est basée sur un calcul de probabilité prédictif, hein, c'est la relativité de M. Einstein à qui on doit ça, grâce aux positions, aux vitesses et aux altitudes. Enfin, il y a une évaluation du risque grâce au calcul des trajectoires et à la prévision basée sur l'analyse, évidemment, qu'on vient de voir. Et enfin, dans la plupart des cas, il y a une alerte au pilote, soit qu'elle soit visuelle, soit qu'elle soit sonore, soit qu'elle soit les deux. Et dans le cas du TICAS 2, par exemple, ça donne également des recommandations d'évitement vertical. Les gens qui pilotent, je sais que j'en ai vu certains parmi vous qui pilotent des avions de ligne, ils connaissent bien ce climb, 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 climb ou descend, 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 qui sont les ordres que peut envoyer le TICAS. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce TICAS? On l'a dit tout à l'heure, c'était très cher et très énergivore. Donc, il y a eu des dispositifs, alors j'ai presque honte d'utiliser ce terme, mais de dispositifs abattardis par rapport au TICAS, comme le Traffic Advisory System, qui est une version simplifiée de TICAS qui a été développée pour l'aviation légère. Mais le prix quand même reste très significatif. Donc, ce système est capable, et il l'est toujours capable d'alerter les pilotes sur la présence du trafic environnant, mais il ne donne pas, contrairement au TICAS, d'instructions d'évitement ou en indiquant de tourner à droite, de tourner à gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul prédictif. Il se contente de
d'alerter les pilotes sur la présence du trafic environnant. Donc, compte tenu des prix, on avait un problème dans l'aviation légère et de plus en plus, il a fallu que trouver des solutions qui soient suffisamment acceptables au point de vue économique et surtout qui soient en adéquation avec les possibilités d'installation, c'est-à-dire poids, c'est-à-dire encombrement, c'est-à-dire bon, tout ce que vous connaissez et qui limite l'installation de certains systèmes dans l'aviation légère. Il n'est pas question de mettre le même écran que sur un 350, ce serait trop beau. Donc, on est quand même limité par ces problèmes d'installation. Donc, en 1955, ont commencé des travaux sur des systèmes dédiés comme le FLARM qui a commencé en Suisse et qui a été, alors il faut savoir qu'il s'adressait à une vaste communauté germanophone, très gourmande du planeur pour les raisons historiques qu'on connaît, interdiction de réarmer une aviation après la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc tous les germanophones étaient des fanats de planeurs et ils étaient, et alors là en planeur c'est particulièrement pertinent puisque on sait tous, pour tous ceux qui ont fait du planeur en tout cas, on sait tous que quand on rentrait dans une pompe, bah, il valait mieux regarder en dessous, au-dessus, à droite et à gauche, parce que quand il y en avait une bonne, on était tous dans la même pompe. Et donc, il fallait avoir en permanence, ça spiralait, que ça commençait à devenir presque dangereux, tellement c'était exigeant au point de vue de l'attention. Donc, ce FLARM était conçu initialement pour les planeurs et il utilisait au début les signaux GPS et des algorithmes prédictifs pour évaluer les trajectoires des petits camarades et avertir les pilotes en cas de danger. Il est devenu très populaire dans l'aviation légère et surtout dans le vol à voile, évidemment. Il faut savoir que en mars 2013, la Fédération française de vol à voile à l'époque, maintenant elle s'appelle Fédération française de vol en planeur, a exigé, n'acceptait plus qu'un planeur vole, c'est pas les autorités, c'est vraiment la FFVV qui l'a exigé, n'acceptait plus qu'un planeur ne soit pas équipé de flammes. Donc, le FLARM utilise le GPS pour déterminer la trajectoire probable d'un avion et alerte si une collision semble possible. Et entre planeurs, c'est le FLARM lui-même qui va donner des informations. Donc, dans les espaces aériens fréquentés par des aéronefs qui ne sont pas équipés de transpondeurs, c'est le GPS qui va faire le boulot. Et il faut quand même bien reconnaître que depuis l'obligation de l'installer à bord en mars 1973, depuis l'obligation, on a déploré 0 collision planeur-planeur, en France en tout cas, en Europe aussi je crois, depuis son adoption en tant que système obligatoire. Donc la FFVP qui fait partie aujourd'hui du groupe de travail, car on a créé au sein du CNFAS un groupe de travail qu'on a baptisé e-conspicuity, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, qui cherche à évaluer en permanence les nouveaux systèmes, même si on ne les connaît pas tous, et à essayer de se dégager une religion commune à toutes les fédérations pour continuer le statu quo que nous avons réussi à avoir vis-à-vis des systèmes actuels. Alors la DSB, c'est Automatic Dependent Surveillance Broadcast, c'est-à-dire ça diffuse automatiquement position, altitude, vitesse grâce à un émetteur à l'intérieur du transpondeur. Il bénéficie donc des signaux transpondeurs et les avions équipés de ADS-B IN peuvent voir les autres aéronefs qui sont équipés d'ADS-B OUT dans leur zone. Ce système fonctionne via le satellite et évidemment,
bénéficie d'une précision particulièrement grande, à tel point qu'aux États-Unis, la DSB devient quasi obligatoire pour les avions légers. Ce n'est pas encore obligatoire, mais il semblerait que la FAA soit sur le point de le rendre obligatoire. J'en sais pas plus, hein. Je suis pas Madame Soleil et je suis pas prophète, mais il semblerait quand même que ce soit la solution que les États-Unis ont choisie. En Europe, les autorités ne l'ont pas rendu obligatoire et le développement très rapide, je l'ai dit tout à l'heure, je vous dis, l'année dernière, j'en ai trouvé 3 à Friedrichshafen que j'avais jamais vu, dont j'avais jamais entendu parler. Et donc, on a un développement extrêmement rapide d'autres solutions compatibles, mais moins onéreuses. On a donc négocié avec Madame DGAC que pour l'instant, en France, on peut utiliser un système non certifié, parce que tout est là, hein, c'est la certification qui coûte cher, pas le système en lui-même. On le sait tous. La preuve, c'est que, prenons l'exemple d'un autre équipement tel le G5 de Garmin. Le G5 de Garmin existe en matériel certifié, mais le croiriez-vous, il existe également pour ce que les Américains appellent experimental et que nous on appelle la construction amateur. Eh bien, il est, sauf erreur, 50% moins cher que la machine certifiée. Est-ce que pour autant, il tombe en panne plus souvent? Est-ce qu'il est fabriqué sur une chaîne différente? Évidemment pas. Donc voilà. Donc on a négocié que on puisse utiliser pour l'instant des systèmes qui ne sont pas certifiés. Mais évidemment, et c'est l'objet du groupe de travail qu'on a conçu et qu'on conduit, auquel je participe au sein du CNFAS, qui est dirigé donc par Louis Collardot, qui est présidé pour l'instant par Louis Collardot. Ce groupe de travail essaye d'harmoniser les décisions des différentes fédérations et on a le plus grand mal à y arriver parce que chacun il va de sa cote d'amour, si j'ose dire, de sa note basée sur la cote d'amour et on a beaucoup de mal à harmoniser tout ça. Mais il va bien falloir qu'un jour on se présente devant la DGAC en disant le CNFAS, c'est-à-dire les fédérations aéronautiques et sportives, ont décidé qu'ils souhaitaient ce système pour l'anticollision et que ce système ne soit pas horriblement cher. Alors, ce que je connais et que j'ai étudié, Air Avionics fait en Allemagne, il transmet et reçoit des données FLARM et il reçoit les données, il n'interprète pas, mais il reçoit les données du trafic ADSB en mode et mode ES. Attention, il n'est pas capable de calculer la portée verticale ni la portée horizontale du trafic en mode ES. La direction des cibles en mode ES n'est pas détectable. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est en mode ES quelque part à l'ouest, mais est-ce qu'il vient vers nous qui cheminons vers le nord? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une route vers l'est ou est-ce qu'il a une route vers le sud? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il est 1000 pieds plus haut? Est-ce qu'il est 1000 pieds plus bas? On ne le sait pas non plus. Donc ça, c'est donc le cas de l'Air Avionics. Gros avantage, c'est qualité allemande, hein, service de traçabilité impeccable, disponibilité des pièces de rechange et services après-vente impeccable, rien à dire. Tous ceux qui l'ont essayé ne font que louer ces particularités-là. Et le problème, c'est que le récepteur, il a la taille d'une radio ou d'un transpondeur. Il oblige à rajouter, alors c'est vrai qu'on peut le brancher sur certains écrans, mais il oblige quand même à rajouter un récepteur de plus sur le tableau de bord. Et son prix de 1 885 €, c'est quand même des sous
Et là, on n'a pas encore l'antenne. Alors, vous allez me dire, une antenne, ça vaut 400 balles. C'est vrai. Mais il n'empêche qu'il faut quand même en tenir compte. Euh, L'Uavionics, qui aux États-Unis s'appelle SkyEcho, c'est un émetteur récepteur ADS-B in et out portable, conforme aux normes de visibilité. Il transmet position, altitude, cap, vitesse aux avions environnants. Il reçoit les données d'ADS-B et du FLARM à afficher dans un organiseur de vol électronique. Alors, ça coûte pas cher, il coûte à peu près 700 € à condition de posséder un organiseur de vol du type SkyDemon, mais il a les défauts de ses qualités. Indice de réparabilité voisin de 0. Si ça casse la plupart du temps, bah, c'est bon à acheter. Ils ont un SAV uniquement par Internet avec renvoi de la machine. Les délais, bah, je vous les laisse imaginer. Et des composants bah, qui sont des composants, alors je ne veux pas être méchant, ce n'est pas les composants du coin de la rue qui tournent, mais enfin presque. Et ils sont peu ou pas remplaçables, surtout que ce sont des composants qui eux-mêmes n'ont pas de traçabilité. Et donc, les fournisseurs de ces composants ne se sentent pas obligés d'assurer une continuité dans la fourniture. Le FLARM, donc on en a déjà parlé. Aujourd'hui, il est possible d'y adjoindre la base de données obstacles, d'y intégrer la réception ADS-B. Il existe une version portable. Alors, évidemment, rien à dire quant à la technologie en elle-même. Elle est éprouvée, elle est connue maintenant depuis 2013. On a un recul certain. Au point de vue de la qualité de la machine en elle-même, bah, là encore, c'est qualité allemande, hein, donc avec tous les avantages qu'on connaît. L'inconvénient, c'est son prix pour le coup, hein, avec tous ces accessoires, c'est-à-dire le récepteur ADS-B, etc. Il avoisine les 3500 €, plus le montage en ce qui concerne le modèle embarqué. Évidemment, on peut se contenter de la version portable, mais là, il va falloir lui trouver une place à bord. C'est un peu cher. C'est un peu cher, mais c'est fiable. Hein, j'ai rien à dire là-dessus. Le système Funke, alors ça combine la détection en mode A, mode C, mode S, l'ADS-B, le FLARM, tout en un. Le récepteur intégré décode les transmissions ADS-B out des autres avions. Leur position relative est indiquée sur l'écran avec leur direction de mouvement horizontale et verticale, cette fois-ci. Il peut être fourni avec un écran ou sans écran en le branchant sur, il y en a de plus en plus maintenant, les EFIS, ce qu'on appelle les EFIS légers, sur les fils déjà installés à bord. Un prix raisonnable, 1250, auquel il faut quand même rajouter l'antenne, évidemment. L'inconvénient, c'est que la plupart du temps, bah, il n'y a pas forcément un EFIS sur la machine, et donc ça fait encore un écran de plus sur le tableau de bord. Sans écran, avec antenne et accessoires, il coûte 2300 €. Alors vous allez me dire, c'est bizarre qu'il coûte beaucoup plus cher sans écran qu'avec écran. Bah oui, mais sans écran, c'est un espèce de truc portable et petit avec un tout petit écran. Sans écran, c'est une machine beaucoup plus encombrante, beaucoup plus fiable et beaucoup plus chère. LXNav. Alors, c'est vraiment très orienté vol à voile. Je n'ai pas creusé plus que ça. On a très vite abandonné, tous ceux qui ont travaillé sur cette e-conspicuité, on a très vite abandonné l'idée de considérer ça comme un matériel intéressant. Sur leur site, ils disent qu'ils reçoivent l'ADS-B. On n'a pas fait l'essai. Hein. Tous ceux que je vous ai cités, des essais ont été faits. J'en ai participé à certains. Et donc, je me mouille. Sur celui-là, je ne veux pas me mouiller. D'abord parce qu'il est récent et ensuite parce que je n'ai pas participé aux essais. Donc, je ne sais pas. Ils disent qu'ils reçoivent la DSB. Je n'ai pas de prix. Il n'y a pas moyen, il faut commander pour savoir le prix. C'est la nouvelle mode maintenant sur Internet.
et de toute leur publicité, de leur laïus sur le site, on comprend que c'est plutôt aux planeurs qui s'adressent. Alors, ForFlight, c'est aujourd'hui la star des programmes de préparation et de suivi de nav, à tel point que même les compagnies l'utilisent. Hein. Donc, ForFlight utilise une solution dérivée du SkyEcho dont je vous ai parlé tout à l'heure de Uavionics et qui est bon, fiable là, cette fois-ci. Il s'appelle le Sentry. Il reçoit l'ADSB out et en option, il y a possibilité d'y rajouter un boîtier qui reçoit le FLAR. Il est certifié aux États-Unis. Je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui s'il répond aux exigences de traçabilité et de maintenabilité auxquelles on est accoutumé en aviation. Le FX, alors lui, il a été conçu à l'origine pour développer les capacités du FLARM. Il revendique, là encore, je ne sais pas, je vous dis ce qui est dit. Il revendique de capter la DSB, le FLARM, les transpondeurs mode ES lorsque tous les accessoires sont installés. Il nécessite un affichage à part, téléphone ou programme de suivi de nav sur tablette ou FX éventuellement. Il a des avantages, évidemment. Son prix, sans accessoires, ça coûte 750 €. Et c'est avec des composants, pour le coup, du coin de la rue qui tourne. L'inconvénient, c'est qu'il faut qu'il soit relayé par une station au sol, donc dépendant du maillage de ces stations. Mais là encore, vous pouvez construire votre propre station. S'il y a de plus en plus d'amateurs pour installer ça sur leur terrain, eh bien, peut-être que ça deviendra quelque chose qui est acceptable. Safe Sky. Alors aujourd'hui, Safe Sky, c'est la solution qui est observée, qui est scrutée le plus attentivement, entre autres par moi, parce que je suis un petit peu circonspect quant à l'efficacité du système. D'abord, au début, il fallait que, pour voir les autres utilisateurs, les utilisateurs aient aussi Safe Sky. Alors, ils ont fini par se brancher avec la base de données au sol des ADSB, mais pour que cette base de données puisse transmettre aux machines que vous avez à votre bord, généralement des téléphones ou des tablettes, eh bien, il faut un maillage de stations au sol. Alors, il y a une expérience en cours dans le département des Hauts-de-France du Nord, donc de la France, avec l'objectif sur un rectangle qui va de Dieppe à Lille, d'installer 8 ou 9 antennes, parce que la portée, pour que ce soit efficace, est d'environ 30 nautiques, c'est-à-dire qu'il faut une antenne toutes les 60 nautiques. Cette antenne est installable sur un terrain, elle ne coûte pas très très cher, et c'est sur la base d'un volontariat des exploitants qui voudront bien installer ces stations. Donc, la base de données au sol s'appelle Aeronetwork, je ne vous l'avais pas encore dit, mais bon, qui a la connaissance de la plupart des systèmes que j'ai déjà évoqués. Alors, Youpi, c'est gratuit, et on connaît tous le dicton, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est-à-dire que je ne suis pas capable, et je ne crois pas qu'ils vont vous le dire tout de suite, de dire que deviendront les données qui sont collectées obligatoirement, je dirais, par le système. L'inconvénient, c'est que pour les fonctionnalités additionnelles, par exemple, plusieurs avions pouvoir transporter le truc sur plusieurs avions,
ou utiliser le traffic sharing, qui est la fonctionnalité la plus mise en avant lorsque ils communiquent sur leurs produits, bah, c'est 40 euros par an. Donc, bah, oui, sans doute, ça doit être très bien, mais pour l'instant, c'est gratuit et tout n'est pas gratuit. Donc, voilà, il faut appeler un chat un chat. C'est à moitié gratuit. Bon, nous, au RSA, quel choix on a fait? Bon, très rapidement, je vous rappelle ce qu'est le RSA. C'est donc une fédération qui est née en 1947 et qui regroupe les constructeurs amateurs et depuis 2002, les restaurateurs et collectionneurs d'aéronefs anciens. Tout ce qui est aviation non certifiée, sauf les ULM, se réfère, enfin, on couvre toute cette aviation non certifiée, dite annexe 1. Et ça nous permet de jouir d'une grande liberté, notamment en matière d'instrumentation, sauf en ce qui concerne évidemment la radio et les transpondeurs, qui eux doivent être certifiés obligatoirement. C'est la fédération RSA qui est à l'initiative des négociations qu'on conduit à l'arrêté ministériel qui permet à cette aviation d'exister et de vivre. Et depuis 2020, on a mis en place un système d'achat groupé tous les ans, tous les 2 ans, lorsqu'il y a quelque chose d'important qui se passe. On négocie auprès des grands fournisseurs des prix de groupe, par exemple pour les radios 833, où on avait réussi à avoir des radios 833 à un peu moins de 1200 euros, ce qui était à l'époque, même à l'époque, beaucoup moins cher que les 1600 pour lesquels on l'a trouvé dans le commerce. En 2020, on a été interpellé par l'Association française des pilotes de montagne qui nous demandait de nous intéresser à la possibilité d'avoir un achat groupé pour un système de e-conspicuity, pas trop cher et capable de capter un maximum des systèmes qui étaient installés à l'époque. Hein. Donc, on a battu un petit peu le pavé, on a regardé, évidemment, on a regardé les prix aussi. Hein, et il faut savoir que nous, on s'est mis un peu tardivement à cette recherche, contrairement à la FF Plume, parce que on commençait à entendre à la DGAC, oh bah, on va rendre la DSB obligatoire, au moins on sera tranquille, tout le monde sera logé à la même enseigne. Ouais, bah, d'accord, mais la même enseigne à 5000 balles, ça faisait cher alors que on venait tous de passer au 833, parce que passer au 833, la machine en elle-même, la radio en elle-même, coûtait pas trop cher, mais il fallait passer derrière à l'atelier capable de délivrer la LSA, faire coder, tout le monde n'est pas informaticien, il fallait faire coder avec le code EXA pour l'IMAT de l'avion. Enfin bon, ça avait coûté en gros, grosso modo, un petit billet de 2500 à nos adhérents. Ça commençait à faire cher. Donc, là, le CNFAS quand même a joué son rôle, c'est-à-dire qu'on a fait front commun auprès de la DGAC pour faire valoir que d'autres systèmes qui, eux, n'étaient pas certifiés étaient en train d'émerger, que l'électronique en général, bah, quand même, grosso modo, c'était de plus en plus fiable, et donc qui nous donnent leur blanc-seing pour installer et choisir un système qui soit fiable. Pas d'obligation d'harmoniser ça, ce qui a fait que chacun a cherché, encore une fois, son bonheur. C'est vrai que Safka étant gratuit, il a séduit quelques utilisateurs. Le problème de Safsky, c'est qu'au-delà de 3000 pieds, au-delà de 3000 pieds, ça marche mal, ça marche plus. Alors, le problème, bah, c'est que la FF Plume nous a répondu oui, mais nous, nos ULM, ils volent rarement au-delà de 3000 pieds. Ce qui est possible. Moi, je vole en ULM, je suis même instructeur ULM, et bah, c'est souvent bien agréable d'être au 65 ou au 75 selon le cas, parce que bah, justement, il y a un peu moins de monde, parce qu'on est mieux porté, parce qu'on consomme moins, etc., etc. Je ne vais pas commencer à vous énumérer les avantages. Donc, chaque fédération, au départ, a fait
ces tests en cherchant le mieux disant. En ce qui nous concerne, à l'issue de tous ces essais, nous, on a choisi le flying neuron pour au moins 4 raisons. La première raison, c'est que sur tous les essais qu'on a fait, on a eu, euh, on a eu une fiabilité satisfaisante. Il y avait des trous, hein. Faut pas se mentir. On a eu des cas où il y avait des trous. Mais enfin, à 90%, en tout cas, on avait la fiabilité. Vous allez me dire qu'il suffit de 10% hein, pour se percuter. Oui, c'est vrai, mais enfin, dans l'ensemble, ça s'est beaucoup amélioré maintenant. Hein. Mais à l'époque, 90% nous avait semblé tout à fait acceptable. Facilité d'installation, c'est gros comme une boîte d'allumettes anciennement à 10 centimes. Je ne sais pas combien ça vaut maintenant. Les petites boîtes d'allumettes, on va dire. C'est très facile à utiliser. Il y a une installation à mettre sur son téléphone portable, sa tablette ou interfacé avec votre système de navigation sur les Light Fils. Et c'est modulaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sortir tout de suite le gros billet pour avoir tous les systèmes. Et donc, on peut rajouter au fur et à mesure la DSB à haute, etc. Alors, il n'y a pas de système parfait, hein, j'en sais rien. Mais nous, en 2021, quand on a pris la décision de faire l'achat groupé des Flying Neurones, c'était celui qui, alors je ne vous parle pas de Safe Sky parce que là, il ne voyait que lui-même à l'époque, Safe Sky. Ça a changé, bien sûr. Tout évolue. Hein. Mais en tout cas, avec le neurone, c'était celui qui arrivait à avoir le plus d'appareils, y compris les transpondeurs en mode C, ce qui était quand même assez satisfaisant. Alors évidemment, au niveau des transpondeurs mode S et mode C, c'est vrai qu'à l'époque, on a eu des trous, mais je dois dire que moi, je l'utilise maintenant au quotidien et ces trous ont carrément disparu. Donc, pour l'installation, un scratch double face, un cordon d'Alim allume-cigarette, c'est difficile de faire plus simple. Il y a une petite antenne qu'on peut déporter d'ailleurs. Hein. Moi, sur la machine que j'utilise au quotidien, le gars qui l'a montée a déporté l'antenne, et pourquoi pas. Restitution de l'environnement sur n'importe quel portable, Android, iOS, etc., et sur tout instrument qui accepte l'interface dite GDL 90. C'est-à-dire SkyDemon, c'est-à-dire Hermès, c'est-à-dire Maxet, c'est-à-dire, je ne vais pas tous vous les citer, hein, tous les logiciels d'aide à la navigation et de préparation de vol. C'est complètement intuitif, on lance le logiciel, c'est parti, hop, ça met un petit temps à charger, et dès qu'il a trouvé ses petits, il affiche un cône d'un cône de promiscuité dans lequel vous identifiez très rapidement la proximité des autres appareils. Pas d'effort de configuration, on a quand même une moyenne d'âge au RSA, c'est pas les gamins de 20 ans, il y en a, hein, heureusement, mais c'est pas les gamins de 20 ans les plus constructeurs. Hein. Les gamins de 20 ans, maintenant, ils achètent les CNRA parce qu'ils sont moins chers, mais des CNRA tout fait. Et évidemment, on a une moyenne d'âge plutôt vieillissante. Enfin, les explications fournies aussi bien sur le site que dans le manuel qui accompagnait le montage, qui accompagnait la notice de montage, c'était clair, facilement compréhensible et pour nous c'était important. Et enfin, toujours, à mettre au, au crédit des gens de Flying Neuron, euh, le SAV a toujours répondu quelquefois le dimanche. C'est peut-être innocent, mais quand vous avez des boîtes anglaises ou américaines, le dimanche, tu marques dommage et t'attends lundi. Là, ils nous ont toujours répondu très rapidement en général, sauf quand il y avait vraiment un problème auquel qu'ils n'avaient pas encore identifié et qui leur posait un problème, mais sinon, ils ont toujours été
assez disponible. Et ça, quand on a fait le choix, on ne pouvait pas le savoir, mais on l'expérimente aujourd'hui au quotidien. Et je dois dire, c'est plutôt gratifiant d'avoir des gens qui sont là lorsqu'on les appelle. Le ticket d'entrée à l'époque était aux alentours de 1 000 € et il n'était pas du tout obligatoire de prendre en une seule fois les autres fonctionnalités additionnelles. C'est un petit boîtier additionnel qui est gros comme un domino, hein. Flarm, ADSB. Euh, pour notre portefeuille, c'était quand même assez important puisqu'on peut les rajouter à n'importe quel moment. Depuis l'interopérabilité avec pratiquement tous les systèmes cités dans les diapos précédentes, on est presque sûr que ça marche. On va dire 99% des cas, parce qu'il va bien y avoir quelqu'un qui va me dire ah ouais, moi j'ai essayé, mais bon. Et enfin, on change d'avion, le neurone, ça se met dans la poche, et on peut le mettre n'importe où dans le nouvel appareil ou celui des copains. Ce qui a été quand même aussi déterminant parce qu'on ne vole pas que sur notre avion la plupart du temps. Donc, l'unité centrale, voilà, il y a une photo avec une pièce d'1 € à côté. Et voilà les petites. Quand je vous dis que c'est de la taille d'une clé USB, les additionnels, le FLARM, la DSB out ou la DSB in. Ah oui, ça c'est très récent. Il faut quand même que je vous dise que maintenant, avec le neurone, vous pouvez transformer votre transpondeur en transpondeur ADSB out pour un prix quand même extrêmement modique par rapport au prix que coûte l'installation ADSB. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Donc, il est possible de raccorder le neurone à un réseau Ethernet, mais ça, en aviation légère et sportive, je pense que voilà, ça s'adresse plus à la micro-aviation d'affaires ou à l'aviation plus sophistiquée, on va dire. Enfin, il faut citer le mini-neurone qui est installable avec transmission sur les petits drones ou les appareils d'aéromodélisme, ce qui leur évite des soucis de conspicuity. Voilà. Si vous avez eu des questions, j'écoute Cyril pour me les retransmettre et je suis à votre disposition. Si les réponses demandent un petit peu de recherche de ma part, je la ferai avec plaisir et je vous répondrai à ce moment-là par écrit. Voilà. Super. Bah, écoute, un grand merci à toi, Jean-Louis, parce que on a appris beaucoup de choses et on voit au travers de ton exposé la compétence. Voilà. Merci. Je laisse Cyril te poser les quelques questions qu'on a pu enregistrer depuis le début de ton intervention. Volontiers. Bah écoute, Jean-Louis, bonsoir. J'en ai qu'une seule pour l'instant, mais je pense que peut-être on va faire, ce sera peut-être plus simple parce qu'il nous reste, ouais, allez, on a encore 10 minutes. Oui, Peut-être qu'il peut y avoir des questions interactives sans forcément passer par moi, ce sera peut-être plus simple. oui, oui, bien sûr. Moi, j'en ai juste une qui a été mentionnée là. Oui. Est-ce que ce sont des ingénieurs en aéronautique qui construisent des transpondeurs? Est-ce qu'ils ont ouais, est-ce que ce sont des ingénieurs aéros en général qui construisent tous ces produits? Alors, ces produits, d'une façon générale, en ce qui concerne en tout cas les transpondeurs, sont des produits certifiés. C'est-à-dire que si c'est des produits certifiés, il faut qu'ils soient conformes au, au FARJAR 23. C'est-à-dire qu'il nécessite tout le processus de certification exactement comme pour une pièce certifiée qu'on va monter à l'intérieur d'un avion. Alors, je suppose qu'il y a parmi eux des ingénieurs aéronautiques, mais pas que. En ce qui concerne les transpondeurs, je pense que surtout il y a des ingénieurs en électronique. Moi, j'ai pas d'autres questions, mais je pense, Patrick, peut-être qu'on peut lancer un échange direct vis-à-vis de Allons-y, Jean-Louis. moi je suis là, il n'y a pas de souci.
moi, j'avais une question, Jean-Louis. Aujourd'hui, vous en avez vendu combien on a été acheté de systèmes? Alors, il y en a un peu plus de 110 aujourd'hui. D'accord. Plus ceux qui aujourd'hui se réveillent et qui me disent: Ah, mais j'ai vu le flamme sur l'avion d'un copain, est-ce qu'on peut toujours avoir le prix de l'achat groupé? Ben non, mon gars, je suis désolé, on ne peut plus. On avait négocié sur une période avec les gens avec les gens de Neuroflamme, mais voilà quoi, ils sont pas non plus, ils sont pas philanthropes, hein. Euh, ce qui est logique, hein, il faut qu'ils gagnent leur vie. Déjà, ils nous avaient fait un prix vachement intéressant et puis progressif surtout. Au début, on n'était pas très gourmand. On avait dit on avait mis des seuils à 30, à 50 et à 100. Donc voilà, on a atteint le seuil de 100. On était déjà bien content. Euh, et à partir du moment où on a émis la commande, les gens l'ont payé au prix supérieur à 100. Moi, j'ai une deuxième question. Est-ce que ces produits sont installés sur des avions qui sont dans des zones très encombrées, comme en région parisienne ou dans des grandes métropoles, Alors ou est-ce que moi, c'est un peu dispersé? je vole en région parisienne. Je peux affirmer que je suis à une dizaine de nautiques d'Orly. Je vois tout ce qui se passe à Orly, vraiment. Et je suis moi dans l'Essonne, hein. Je suis à côté de Buneau-Bonnevaux pour ceux à qui ça peut dire quelque chose. Je suis à 3 nautiques au nord de Buneau-Bonnevaux, 4 nautiques au sud de la Ferté-Alais. Je suis entre les deux, exactement. Je vois tout ce qui se passe à Ferté-Alais, je vois tout ce qui se passe à Buneau, tous les planeurs, et Dieu sait qu'il y en a là-bas. Lorsqu'on décolle de notre petite plateforme sans prétention ULM, bon, on est bien content d'avoir le neurone à bord parce que ça nous permet d'éviter d'emplafonner les planeurs. Et bon, pour la Ferté, c'est un petit peu différent. Déjà, comme c'est un aérodrome privé, ils ont ils ont moins de trafic, mais comme ces gens ont l'axe de voltige qui passe juste au-dessus de nous, et qu'à la Ferté, ils en font de la voltige, ben on est bien content de savoir, de pouvoir les identifier. Alors toi, tu fais partie du RSA, est-ce que tu sais que si au niveau de la FFA, il y a une démarche, parce que moi, Alors, j'ai pas vu, j'ai une démarche similaire. il y a actuellement effectivement une démarche similaire qui se mène non pas au niveau de la seule FFA, mais du CNFAS, dans laquelle je suis partie prenante en défendant âprement mon point de vue, mais j'ai pas toujours raison parce que la FFA, c'est pas loin de 40 000 utilisateurs, plus l'AFF Plume, c'est pas loin de 16 000. Donc 56 000 face à nos 2400 membres, on pèse pas très lourd, mais on fait partie du CNFAS, donc on joue le jeu, hein. À partir du moment où on a fait ce GT, ce groupe de travail, pardon, et oui, on y participe, on donne notre avis. Moi, je suis pas convaincu par la solution qui semble se dessiner, hein. Après, chacun prendra ses dispositions. Et bien sûr, vous serez forcément tenu au courant des dispositions qui ont été prises, puisque j'imagine que ça fera l'objet de communication fédérale, aussi bien dans l'une que l'autre des fédérations principales, derrière laquelle la FFVP insiste naturellement pour le flamme, puisque sont déjà équipés, hein, ça c'est clair que voilà. Il y a Claude Talec qui est parmi nous là et qui est un des acteurs principaux là, de Flarm. Est-ce que Claude a quelque chose à ajouter, une remarque? Pas vraiment, non, parce que j'ai pas tout à fait compris comment ça marchait. Donc, je n'ai pas de questions particulières. D'accord, d'accord. Et Xavier Barral. Oui, moi j'aimerais savoir quel est le niveau de cybersécurité du neurone. Quel est le niveau de quoi sécurité? Cybersécurité, la sécurité par rapport à l'environnement. Oui, 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 j'avais pas entendu, excuse-moi. Eh ben, euh, je, je, je suis pas capable de répondre à cette question, je peux chercher. Je sais que les deux ingénieurs qui ont présidé à la création du neurone sont tous les deux, l'un est électronicien pur et dur et l'autre ingénieur informatique.
je suppose quand même qu'ils se sont penchés sur le problème. J'avoue ne pas avoir de réponse là comme ça tout de suite bêtement. Et merci quand même. Mais avec plaisir, mais je peux chercher et je le ferai suivre à Cyril et je lui donnerai les informations. Je vais leur demander tout bêtement quel est leur niveau de cybersécurité. Je m'entends très bien avec eux parce qu'ils sont adorables et très disponibles, sauf à la veille des préparations du salon, comme Blois ou Friedrichshafen. Alors là, ils touchent plus terre, les pauvres. Mais je vais leur demander, ils sont tout à fait accessibles et je répondrai par écrit à Cyril. Merci beaucoup, Jean-Louis. Avec plaisir. Jean-Louis, c'est quoi le marché aujourd'hui là? Si on prend le marché aujourd'hui, c'est quoi la répartition? Le produit que vous avez choisi se situe dans ceux qui sont Oui, alors évidemment, il acceptés? n'est pas question de lutter avec le flamme, hein, qui équipe avec le flamme pur et dur, hein, qui équipe aujourd'hui un peu plus de 2500 appareils, qui sont les planeurs sous l'égide de la FFVP. Après, derrière, il y a finalement, on doit être tout de suite derrière, parce que nous, on a fait un achat groupé, finalement, et évidemment, parce que c'est gratuit, beaucoup de gens ont installé comment ah, je vais pas y arriver maintenant. Sky? Voilà, Safe Sky, parce que c'est gratuit, c'est sur ton téléphone, tu vas vite, tu t'installes l'application, tu crées ton compte, puis moi j'avais oublié que je l'avais créé, ils m'ont dit il y a 2-3 semaines, ils m'ont dit, ah, nouvelle fonctionnalité dans Sky, payer, euh, payer vite, payez vite 80 €, vous pouvez installer la nouvelle fonctionnalité, etc. Bon, très bien. Et il faut bien croire que leur modèle économique de la gratuité, il correspond à une réalité, certes, de revente des données, et que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je prends l'exemple de Maxet qui est passé payant. Bien sûr, il n'y a pas de secret. L'exemple de l'autre là qui avait le vent en poupe qui va devenir payant probablement à partir du mois de janvier. Moi, je me servais beaucoup de Maxet. Aujourd'hui, je me sers de Hermate parce qu'il est encore gratuit, mais combien de temps, j'en sais rien. Ceci dit, je suis très satisfait du service qu'il me rend. Mais voilà. Après, moi, je veux bien l'argument de la gratuité. À un moment quelconque, leur modèle économique va-t-il tenir? Je ne suis pas capable de répondre à la question, je la pose simplement. Va-t-il tenir et dans quelle mesure il va tenir? Et sinon, une fois que tu as tout installé ton truc, que tu as payé, comme on est en train de le faire au CNFAS pour l'expérimentation dans le Nord, 8 antennes qu'il faut installer, bon alors d'accord, et moi très con, j'ai posé la question, mais c'est bien de les installer, qu'est-ce qu'il faut pour les entretenir? Oh, c'est 3 fois rien. C'est 3 fois rien, je sais pas, les SNA à l'époque, les services de la navigation aérienne, ils disaient c'est 3 fois rien d'entretenir les VOR. C'est tellement 3 fois rien qu'il y a 80% des VOR qui sont en train de disparaître. Donc voilà, c'est 3 fois rien. Mais 3 fois rien plus 3 fois rien, comme disait Raymond DeVos, 3 fois rien par 3 fois rien, ça fait 3 fois 3, 9, rien de neuf. Hein. Le nerf de la guerre, c'est toujours de l'argent. Est-ce que David Gazlo, là, je vois qu'il est parmi nous, donc aurais-tu une question, David? Question. Oui, bonsoir à tous. Non, j'ai pas de questions. Mais Au revoir, monsieur Galzo. Quel plaisir de vous rencontrer ici. Ah, mais on tombe toujours sur les mêmes. Le monde aéro est tout petit, monsieur Abou. Le monde de l'aviation, il est très petit. Le monde est petit en général, mais le monde de l'aviation, il est très petit. Bon, Pas de questions particulières, mais j'éplucherai les planches à nouveau avec grand plaisir si elles veulent bien être diffusées et je n'hésiterai pas à poser des questions en off à Jean-Louis. Il n'y a pas de souci, je suis à ta disposition. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser une question?
Alors, moi, je vais en poser une, mais certainement Vas-y, parce que vas-y. je connais pas bien, je suis pas du tout un spécialiste. Jean-Louis, quand tu as un G3X, qu'il soit certifié ou non, tu as des fonctionnalités justement Oui. certainement payantes. Est-ce que tu connais le coût de ça? Bah, c'est quand même aux alentours. Autant que je m'en souviens, la dernière fois que je me suis intéressé à Garmin, ça a tourné aux alentours de 2000 balles quand même, hein. D'accord. Ok. Sachant Moi, qu'effectivement, Garmin a des transpondeurs qui incorporent l'information de trafic et qui incorporent la DSB in et out avec voilà. différentes options, effectivement. Mais on est dans la classe, effectivement, même en non certifié, de 2500 à 3000 euros Voilà. le transpondeur qui ensuite permet d'afficher effectivement sur l'écran du Et G3X beaucoup d'infos. seulement D'accord. le in et out, hein, tu as pas il faut rajouter, il y a une option payante qui est le flarm, hein. Donc, plus. Et ça n'est que la DSB. Tu n'as pas les modes ES sans ADSB. Donc, bon, Garmin, c'est hyper fiable, c'est hyper connu, c'est hyper cher. Voilà. Mais ça pourrait être une solution aux obligations futures de l'EASA, Ah oui, ah oui, oui, ça peut. Mais pour l'instant, y compris l'interopérabilité avec d'autres systèmes si elle devient obligatoire. Mais pour l'instant, l'EASA ne fait pas des gros efforts puisque tu n'as pas évoqué autre voilà. chose qui s'appelle l'ADSL, qui est donc la même chose que l'ADSB, mais différente pour d'obscures raisons administratives européennes qui énervent Oui, beaucoup, entre autres, la OPA française qui considère qu'on devrait importer les solutions américaines déjà certifiées et interopérables. Mais effectivement, nous avons le risque d'avoir une autre famille de produits que celle qui a été présentée pour les aéronefs certifiés, éventuellement étendue aux aéronefs entre guillemets non certifiés pour des questions d'interopérabilité par notre très cher DGAC, tout qui à fait. s'appelle la DSL. Ouais, tout à fait. Sur ces bonnes choses, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais me permettre de vous saluer avec plaisir et je reste à disposition, Cyril, s'il y a d'autres questions qui fassent jour et je vais me renseigner quant à la au cyber-impact du neurone de façon à pouvoir répondre à Monsieur Morin qui m'a posé la question. Ok, bah écoute Ok. Jean-Louis, un grand Merci merci. à toi, Jean-Louis. Avec plaisir. Bonne Et, soirée à tous.